Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche du 15 décembre 2024, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo restent tendues. L'accord de paix qui devait être signé ce dimanche entre les deux pays a été annulé à la dernière minute puisque le président rwandais Paul Kagame s'est finalement désisté. L'Angola et l'Afrique du Sud veulent renforcer leur coopération, surtout économique. En visite officielle en Afrique du Sud ce jeudi, le président angolais Joao Lourenço a échangé avec son homologue sud-africain Ramaphosa sur les opportunités qu'offrent les deux pays pour leurs entreprises respectives. Le divorce est quasiment consommé entre la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La CEDEAO vient en effet d'acter le calendrier de sortie des trois pays qui rejettent tous les appels à réintégrer l'organisation. Bienvenue encore. Les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver ce dimanche dans la capitale angolaise, Luanda, en réponse à l'invitation de leur homologue, Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les deux pays. L'objectif était de parvenir à un accord de paix, mais les tensions apparues avant même l'arrivée des chefs d'État ont fait échouer cette rencontre. C'est la présidence angolaise qui l'a officiellement annoncé aux journalistes présents sur place pour couvrir l'événement. La partie qui n'est pas là, qui n'est pas venue, c'est donc le Rwanda. Le président Paul Kagame ne s'est pas rendu à Luanda. En cause, explique Kigali, et l'impasse des discussions suite au refus de Kinshasa à négocier directement avec le groupe armé du M23. Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, le sommet n'avait plus de raison d'être suite à l'impasse de discussion entre les chefs de la diplomatie. La partie congolaise souligne plutôt la mauvaise foi du Rwanda qui, selon la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, n'a cessé de causer des problèmes tout au long des pourparlers de paix. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC
et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment assez tournant parce que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Comme nous le voyons, la situation reste tendue entre les deux pays. Mais revenons à la présence de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, qui se trouvait donc aux côtés du président Félix Tshisekedi et de l'Angolais Lorenzo à Luanda. Lui, normalement, est médiateur dans un autre processus concernant la République démocratique du Congo, à savoir le processus de Nairobi, mais il était à Luanda dans le cadre du processus de Luanda. Et on a demandé, les journalistes congolais ont demandé à Mme Kaykwamba pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que Uhuru Kenyatta soit présent à Luanda. Écoutons la réponse. Alors, par rapport à la présence du président Uhuru Kenyatta à Luanda et les interrogations autour du processus de Nairobi, parler d'un retour sur le processus de Nairobi voudrait sous-entendre qu'il y a eu un départ, et ce n'est pas le cas. On a plutôt privilégié le processus de Luanda. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la question de la présence des forces armées rwandaises sur le territoire national congolais et sur l'urgence justement de rétablir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En parallèle, évidemment, il y avait le processus de Nairobi qui a eu un peu moins de visibilité, si vous le voulez. Ce qui est important, c'est que maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo. Pourquoi? Parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, c'est aussi une manière de clarifier et de signaler de manière très transparente que le M23 a une occasion, une opportunité et une voie d'issue de ce combat militaire, de ce combat armé. Donc le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armés congolais actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont mobilisés et sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables et une fin durable à la crise en République démocratique du Congo. Lors de son discours à la nation mercredi, le président congolais Félix Tshisekedi avait encore une fois accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et annoncé sa détermination à faire tout ce qui est à son pouvoir pour que
la paix soit ramenée à l'est de son pays. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président João Manuel Gonçalves Lourenço de la République d'Angola pour son engagement résolu en tant que médiateur dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Je remercie également la SADC qui vient de renouveler d'une année le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la SAMI DRC, témoignant ainsi de son attachement aux principes de sécurité collective et de son appui dans le processus de pacification. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. L'Organisation régionale d'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO a approuvé dimanche le calendrier de sortie des 3 pays du Sahel, que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, après un processus de médiation de près d'un an visant à éviter la désintégration sans précédent de la plateforme régionale. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé en janvier leur décision de quitter la CEDEAO, l'accusant de sanctions irresponsables et l'échec de les aider à résoudre leur crise intérieure. L'autorité décide de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme période de transition et de garder les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant la période de transition, a déclaré dimanche le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, dans son discours de clôture du sommet des chefs d'État régionaux à Abuja, la capitale du Nigeria. Les 3 pays concernés ont largement repoussé les efforts de la médiation visant à annuler leur retrait. Ils ont commencé à réfléchir à la manière de délivrer des documents de voyage séparément de la CEDEAO et forment leur propre alliance, l'Alliance des États du Sahel. Samedi, les 3 pays du Sahel, donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré dans une déclaration commune que même si l'accès à leur territoire reste sans visa pour et les autres citoyens ouest-africains, ils se réservent le droit de refuser l'entrée à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants non admissibles. Écoutons à ce propos le ministre malien des Affaires étrangères. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toutefois,
Les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço était jeudi en Afrique du Sud pour une visite d'État à l'invitation du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État ont profité de l'occasion pour solidifier les relations entre les deux pays qui partagent des liens historiques profonds, selon leurs propos. Le président Cyril Ramaphosa a souligné que l'augmentation du commerce et des investissements entre l'Afrique du Sud et l'Angola reste une priorité absolue. L'augmentation du commerce et des investissements entre les deux pays reste notre objectif principal. L'Afrique du Sud doit devenir la destination de choix pour les biens, produits et services angolais et vice-versa, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Le président Ramaphosa a par ailleurs annoncé la décision d'élever le mécanisme bilatéral structuré entre l'Afrique du Sud et l'Angola d'une commission mixte de coopération à une commission binationale, BNC, reflétant un engagement croissant en faveur de la collaboration. La session inaugurale de cet organe du BNC aura lieu en Angola l'année prochaine, coïncidant avec le 50e anniversaire du pays. Le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Co-présider cette première session avec vous sera un honneur, d'autant plus qu'elle se déroulera à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, a indiqué le président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain a souligné les liens économiques forts entre les deux pays, soulignant la présence de 20 entreprises sud-africaines en Angola et leur diversification dans les secteurs autres que le pétrole. Des investissements directs étrangers sud-africains en Angola concernent une série de secteurs tels que les services financiers et l'informatique, l'alimentation et les boissons, les transports, l'entreposage et le tourisme. L'Industrial Development Corporation d'Afrique du Sud a également des projets d'investissement en Angola, notamment dans la raffinerie de pétrole de Cabinda et le projet de phosphate de Cabinda. La Somalie et l'Éthiopie ont convenu d'une déclaration commune pour résoudre leurs différends sur la région séparatiste du Somaliland et les efforts de l'Éthiopie enclavée pour accéder à la mer. C'est du moins ce qu'a déclaré le président turc Recep Erdogan. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara, le président Erdogan a remercié mercredi soir le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour leur réconciliation historique. Saluant l'événement, le président turc a déclaré qu'il espérait que l'accord serait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie et qu'il garantirait à terme que l'Éthiopie, le pays enclavé le plus peuplé du monde, puisse avoir accès à la mer. Je crois qu'avec la réunion que nous avons eue aujourd'hui, en particulier avec les demandes de l'Éthiopie d'accéder à la mer, mon frère président somalien apportera le soutien nécessaire pour l'accès à la mer de l'Éthiopie, a déclaré le dirigeant turc. Cette déclaration commune met l'accent sur l'avenir, pas sur le passé, et est basée sur les principes que ces deux pays amis, qui sont très importants pour nous, bâtiront désormais, a déclaré plus tard Erdogan dans un message sur les réseaux sociaux. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique ont vu les tensions s'intensifier depuis que l'Éthiopie a conclu en janvier un accord avec la région séparatiste somalienne du Somaliland pour louer une partie de son littoral pour un port et une base militaire éthiopienne
en échange d'une reconnaissance diplomatique. Cette décision a déclenché une violente dispute diplomatique et militaire avec la Somalie qui a qualifié l'accord de violation de sa souveraineté, sonnant l'alarme internationale sur le risque du déclenchement d'un conflit armé. Le Somaliland a fait sécession de la Somalie il y a plus de 30 ans, mais ce n'est reconnu ni par l'Union africaine ni par les Nations unies comme un État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 15 décembre 2024. Merci de votre attention et je vous en rappelle les titres principaux. Les relations restent étendues entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'accord de paix entre les deux pays qui devait être signé à Luanda, en Angola, sur invitation du président angolais, a été annulé à la dernière minute suite au désistement du président rwandais Paul Kagame. L'Angola et l'Afrique du Sud veulent renforcer leurs liens de coopération économique. En visite officielle en Afrique du Sud jeudi, le président angolais a discuté avec son homologue Cyril Ramaphosa sur les opportunités qu'offrent les deux pays pour leurs entreprises respectives. Le divorce est quasiment consommé entre la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et les trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La CEDEAO vient de prendre acte du calendrier de retrait des trois pays concernés et qui rejettent les appels à réintégrer l'organisation. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 15 décembre 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche 22 décembre 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une très excellente semaine. Au revoir.